L'air du temps, Léa Moscona. Et ce matin, dans l'air du temps, nous parlons du Festival de la culture juive, ou plutôt dans ce cadre, d'une expo. Une expo que vous allez pouvoir découvrir à la Galerie Saphir. C'est au 69 rue du Temple. Vous savez, c'est juste collé au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, un lieu magnifique, un écrin magnifique pour cette expo qui s'intitule « Combat plasticien, l'humanisme en héritage ». Ce sont 3 peintres expressionnistes qui sont présentés et toute cette expo a été montée par une femme. Cette femme, c'est Delphine Durand. Elle est historienne de l'art et des religions. Elle est avec nous face à Francine Shapiro, notre journaliste spécialisée dans l'art. Mesdames, bonjour. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous. On va parler de cette belle expo qui va commencer que je me renseigne bien, le 16, non, le 19. Le 19, elle est inaugurée. Elle est inaugurée, mais elle est déjà en place. Ça veut dire qu'on peut déjà passer la porte de la galerie pour aller découvrir ces peintres qui ont été choisis par Delphine Durand. Et par Francine Shapiro. Et par Francine également. Francine qui est partie prenante évidemment dans cette expo. Alors peut-être, Francine, quelques mots sur le Festival des cultures juives et son lien avec l'art et avec la Galerie Saphir. Et puis ensuite, Delphine aura la parole. Alors, c'est une longue histoire de fidélité, puisque la philosophie de la galerie, c'est de montrer le pluralisme des cultures juives. Et il m'a toujours paru évident d'être partie prenante au niveau de la galerie et des arts plastiques à ce festival. De suivre le thème, évidemment. De suivre le thème. Et le thème, cette année, ce sont les héritages au pluriel. Et quand Fabienne Cohen-Salmon m'a sollicité, j'ai tout de suite répondu oui, présente, parce que c'était même l'occasion de montrer un héritage pictural, si l'on peut dire, un langage pictural, qui est celui de l'expressionnisme. Et la réunion, c'est la réunion de 3 artistes qui m'a été soufflée par Delphine Durand, que j'ai rencontrée à la suite d'une première rencontre, celle d'un artiste extraordinaire qui est décédé il y a 40 ans, mais à l'âge de 23 ans. Une étoile filante dans le domaine de l'art, peut-être. Oui, mais il a laissé un héritage alors, c'est un thème très expressionniste vaste. Extraordinaire. Et Delphine, donc, qui, comme vous l'avez dit, est historienne de l'art et des religions, et a écrit un magnifique ouvrage que vous pourrez voir à la galerie sur Bruno Edan, c'était son nom. Urgence de peindre. Je l'ai connu à travers sa famille. Et ensuite, donc on peut réserver et consulter le livre et le réserver à la galerie. Oui, c'est cela. Alors, donc, on a décidé de joindre deux artistes extraordinaires. Alors, je laisserai la parole à Delphine en lui demandant pourquoi avoir réuni ces 3 artistes. Et ce qui me tenait aussi à cœur, c'est dans ce cadre de rendre hommage à ce jeune génie, comme l'écrivait son professeur aux Beaux-Arts à Paris, Olivier Debré. Alors Delphine, comment s'est construite cette expo ? Pas facile. Dans la passion, d'abord, je tiens à rendre hommage à Francine, qui est une femme extraordinaire, à cette galerie Saphir, qui est un lieu d'analogie presque au sens kabbalistique. Pour moi, c'est le lieu des 10 séphirotes, des étincelles du hasard, qui se regroupent dans un lieu qui porte l'art à son plus haut degré de flamboiement. Et on s'est rencontrés grâce au fantôme de Bruno, qui est là parmi nous, qui sera toujours aussi en moi, puisque j'ai écrit ce livre aussi dans l'urgence, qui est un peintre étourdissant. Et ensuite, pourquoi ne pas bâtir une exposition autour de l'expressionnisme ? Parce que c'était un moment très étrange aussi dans cette rencontre. On a été rattrapés par la guerre en Ukraine, et il se trouve qu'à chaque moment de souffrance, à chaque moment où l'humanité est confrontée à sa déperdition, à ce
qu'il y a de plus archaïque, de plus primitif, eh bien, il y a l'expressionnisme qui est là, qui surgit, parce que l'expressionnisme, c'est pas simplement les années 1910 en Allemagne, hein. C'est la forme la plus flamboyante, la plus angoissée, la plus métaphysique du drame humain. Et c'est pour ça que c'est lié à l'héritage. C'est l'héritage du tragique. Mais si on ne sait pas que la vie est tragique, on ne sait rien. Hein, si on ne sait pas que les artistes se battent. Et la révolte. Cette destruction de l'humain. Comment est-ce qu'on pourrait décrire la peinture de Bruno Edin? Parce que là, bien sûr, on est à la radio, mais on va pouvoir sur le site de la galerie en découvrir quelques-unes. La peinture de Bruno Edin, c'est la fusion. C'est un démiurge de la couleur, c'est un chaman de l'expressionnisme. Il anticipe Basquiat, il est le syncrétisme, il est Egon Schiele, il est la résurrection de tous les grands expressionnistes allemands, viennois. Et en même temps, il a une singularité. Il est dans une souffrance, mais c'est pas non plus une peinture doloriste. C'est une peinture qui est dressée dans l'insurrection. C'est un révolté. Et même dans sa vie, on en parlait, il est révolté contre l'injustice. On sent une force dans la peinture, mais c'est la force de la jeunesse aussi. Pas simplement parce que il est une génération qui vit aussi les luttes anticoloniales. Hein, il faut pas l'oublier. Hein, les années 60, 70, il est dans un monde qui est marqué par la Shoah, qui est quand même une rupture civilisationnelle, qui est quand même la fin de l'humanisme. Hein. Et donc il est marqué, il est ensemencé par toutes ces souffrances qui sont autour de lui. C'est un être magnifique, c'est un être candide aussi, et qui est dans le combat. Il est exactement ce que disait Rimbaud. Ouais. On peut comparer d'ailleurs Bruno à Rimbaud par certains aspects. L'art est une bataille spirituelle, peut-être la plus féroce, la plus tenace des batailles. Mais l'art, c'est aussi ce qui nous tient dressés dans la révolte, dans l'insurrection, face à la guerre, face à l'injustice. Et c'est aussi notre héritage, la révolte et le combat. Delphine, vous parliez de révolte et de la Shoah également. Qu'est-ce qui le relie à Hubert Haddad et à Serge Kantorowicz? Alors il faudrait Serge Kantorowicz, c'est l'immense peintre qu'on connaît. Serge qui est marqué par le deuil. Tout enfant, hein, ses parents ont été... lorsqu'il était tout enfant, ses parents ont été déportés à Auschwitz. Il est orphelin, il n'a pas connu ses parents. Et je pense que Serge est hanté par ce jadis qui fait retour dans sa peinture. Hein, l'ombre des morts, l'ombre des parents, la spectralité. C'est une peinture qui est abyssale de noirceur parfois, et en même temps qui se nourrit aussi du Yiddishland. Il y a tout le monde yiddish, toute la littérature de Mandélé, de Peretz, de Bashevi, et donc la joie, l'allégresse, la folie parfois. Ce qui est étonnant, c'est que l'héritage est le même finalement pour ces deux hommes, mais ils vont l'exprimer aussi très différemment. Ça aussi, cette expo va permettre de comparer cette façon d'exprimer. Et pour Hubert Haddad qui est pour moi un des plus grands écrivains de notre temps. Hubert Haddad qui a publié ce roman extraordinaire qui est Un monstre et un chaos, qui est un des plus grands romans sur le monde yiddish, sur l'abîme de la barbarie, sur le souffle de mort qui a soufflé sur toute l'Europe. Et en même temps, il y a ce personnage, un personnage extraordinaire d'enfant, le personnage d'Alter qui voit ce monde disparaître et qui lui aussi est dans la révolte et la beauté. Et tous les romans d'Hubert Haddad, il faut lire Première neige sur Pondichéry, il faut lire Holiba des songes, qui sont des romans aussi de révolte, mais aussi Hubert Haddad est un grand poète métaphysique. Hein, quelqu'un qui est très proche de Serge Kantorowicz aussi, mais Hubert Haddad a ce style magnifique, qui a aussi son pouvoir de lumière. Ils sont tous les trois habités par la souffrance, par la révolte, mais par cette lumière dont on pourrait dire qu'elle est la Laetitia de Spinoza, hein, cette espèce de joie abyssale qui monte du tréfonds de l'être et qui inonde tout au moment où tout est perdu. C'est-à-dire qu'il transcende finalement cette douleur, mais dans le positif, j'allais dire presque, dans le positif. C'est une transcendance sans forcément être une rédemption, mais c'est ce que je disais au début, les étincelles de hasard dont parle le plus grand kabbaliste, Isaac Luria, qui sont disséminées dans l'univers avec toute la souffrance humaine et qui vont finir par revenir
lumière dans le vase originel, peut-être. Et ces trois artistes sont des artistes qui œuvrent aussi pour transcender la blessure qu'ils portent en eux. Alors, comment vous avez conçu au sein même de la galerie, comment vous avez présenté? Alors, la galerie, il faut la présenter aussi, Francine. Elle est à 2 niveaux. Il y a un niveau que j'adore, hein, c'est celui du sous-sol aujourd'hui, mais qui est en fait porteur d'histoire, qui est en fait le Paris du Moyen-Âge, hein, le niveau. Et alors, est-ce que vous avez utilisé les 2 niveaux? Comment vous avez fait cette scénographie, si j'ose dire? Alors, on a voulu ne pas séparer les univers des uns et des autres, montrer... on est accueilli par la flamboyance des synagogues de Serge Kantorowicz, qui sont à la fois des lieux de spiritualité, je dirais presque intérieure, et une transposition par la couleur, par la lumière. Et on arrive à la lumière poétique de Hubert Haddad, qui nous illumine par sa poésie. Et on arrive ensuite à l'univers qui est très singulier et très puissant de Bruno Hédan. Et la visite continue ensuite avec les œuvres d'une part de Serge Kantorowicz et d'autre part de Bruno Haddad, qui illumine littéralement les pierres du temps de Philippe Auguste. Les pierres moyenâgeuses, oui, c'est vrai, le contraste est magnifique. Peut-être, Delphine, un coup de cœur. Je sais que ça va être difficile pour vous, évidemment, mais nous faire vivre peut-être un tableau plutôt qu'un autre. Parce que là, vous avez parlé... J'hésite parce que j'aime les synagogues hallucinées de Serge, parce que c'est vrai, quand on entre, il y a ce fleuve de feu. Il y a ce fleuve de feu, c'est un visionnaire de la couleur. C'est un visionnaire, ça démurge. C'est violent, c'est chaotique, c'est comme Soutine. Quelle est sa gamme de couleurs à Serge Kantorowicz? Là, c'est vrai qu'on a choisi dans les synagogues la force hallucinée du rouge qui déferle sur vous, mais c'est la force du feu, c'est le logos, c'est le buisson ardent qui apparaît à Moïse. Donc on est tous comme Moïse au seuil de la galerie, on est transcendés. Et après, il y a ces 2 œuvres magnifiques d'Hubert Haddad. 2 formats carrés extraordinaires, 2 œuvres totalement mystiques qui nous accueillent et qui sont dans l'illumination, dans la transcendance, dans le pouvoir de l'invisible, parce que ces trois artistes nous montrent ce qu'est l'art finalement. Certainement pas une reproduction du visible, certainement pas une reproduction de quoi que ce soit, mais un au-delà du visible. Une interprétation, un au-delà. On entre vraiment dans un imaginaire, et ils nous font toucher l'invisible du monde, ils nous font toucher le mysticisme. On s'arrête pas sur le seuil, on est happé, on est happé et on entre dans la lumière, et c'est magnifique. Et Bruno, il y a évidemment un côté tourmenté, même torturé parfois, mais il y a aussi, même dans la frénésie de souffrance, il y a quand même aussi cette espérance. Et vous le savez, c'est ce que Walter Benjamin a dit, l'étincelle de l'espérance nous appartient, et il nous appartient de projeter cette espérance même dans la plus grande des souffrances. C'est le point commun entre ces 3 hommes. J'allais dire ce thème sur l'héritage, c'est un thème très vaste. Vous avez choisi ces 3-là, ça a dû être un choix un peu douloureux tout de même. Pas tellement, non. Parce que c'est justement le thème de la souffrance qui est transcendée d'abord par la résilience, et pour nous transporter vers la joie intérieure. Et c'est tout un chemin spirituel et humain, et un chemin de combat, qui, je pense, interpelle les visiteurs depuis le début de l'accrochage. Je suis très heureuse de ce partage, et le tout est baigné d'une grande poésie. Et Delphine est très modeste, mais elle est elle-même poète. Et on présentera les ouvrages à la fois de Bruno Haddad, dont elle a parlé,
et son ouvrage, un ouvrage de poésie de Delphine, illustré par Serge Kantorowicz. Alors, je rappelle quand même les informations pour celles et ceux qui viennent de prendre l'émission en cours. Eh bien, ça commence ce dimanche 19 juin, et vous avez même pas 10 jours, une semaine pour aller découvrir à la Galerie Saphir, c'est au 69 rue du Temple, cette superbe galerie qui est juste à côté du musée d'art et d'histoire du judaïsme, cette expo combat plasticien. D'ailleurs, Delphine, on va vous demander pourquoi ce terme, pourquoi ce titre de combat plasticien, et découvrir donc ces 3 peintres expressionnistes, Serge Kantorowicz, Hubert Haddad et Bruno Edin. Alors pourquoi le combat? Pourquoi vous avez focalisé sur les combats? Et pourquoi vous avez focalisé sur cette, j'allais dire, violence? Je pense qu'il ne faut pas le prendre dans un sens belliqueux. Ah bon. C'est vraiment au sens noble du terme, comme je l'ai dit en citant Rimbaud, la bataille spirituelle. Quelque chose qui est très présent aussi dans toutes les mystiques du monde. Il n'est pas question forcément de vaincre ou de vaincre un adversaire. Parce que c'est ce qu'on entend tout de même. Non, il faut l'entendre par révolte. Il faut l'entendre comme ce qu'il y a de beau quand vous lisez les arts de la guerre dans la littérature chinoise ou japonaise. C'est pas forcément dans le but de détruire, mais de canaliser une force intérieure qu'on peut garder en soi. Justement pour lutter, et Dieu sait qu'en ce moment on est dans un monde encore une fois terrible, le passé n'est pas passé, disait Faulkner. On est encore une fois confronté, une nouvelle fois, donc le passé n'est pas passé, le passé nous revient en Europe, et sous une forme d'une ultra-violence archaïque, sous la pulsion de mort, sous sa forme la plus terrible. Et nous, justement, on veut montrer que le combat, c'est pas forcément la pulsion de mort. C'est ce que disait le grand philosophe grec Parménide. Justement, construire une civilisation et construire l'art se construit contre la pulsion de mort. Alors justement, c'est ça, pour transformer finalement le négatif, cette violence réelle dans le monde réel, cette peinture, c'est une façon de rendre positif et de pointer du doigt cette pulsion de vie. Oui, c'est la peinture, la poésie. Oui. C'est d'ailleurs le terme qui a été choisi dans le catalogue et le programme du Festival des cultures juives. Je vous ai interrompu. Non, montrer justement que l'humanisme peut renaître des cendres, que tout peut renaître, et que l'art, justement, la poésie, la littérature, la peinture, ce sont quand même des formes extraordinairement flamboyant de tout ce qu'il y a de plus beau, de tout ce qu'il y a de plus noble dans l'être humain. Et c'est ça, le combat. Le combat, c'est la vie dionysiaque qui est là, dans son élan, qui transcende tout. Et c'est cette pulsion dont on a envie, et dont on a besoin contre toute la mort, contre toute la souffrance, la guerre qui nous environne. Montrer que l'être humain, l'artiste, l'art, c'est quand même aussi la vie, là, il en faut dans sa puissance. Delphine, il en faut des tubes de peinture, là, avec votre face. Moi, il en faut des couleurs. J'ai envie d'acheter des tubes de peinture et d'en mettre partout. Mais c'est un peu ça ce qu'on ressent aussi dans cette peinture. Quand on les voit, il y a une générosité dans l'apport de matière. Aussi, de matière. Je parle juste de la quantité de peinture. La peinture, mais c'est quelque chose qui est aussi intrinsèque à l'expressionnisme. L'expressionnisme, Van Gogh, c'est le père de tous les expressionnistes, et c'est le fleuve de couleurs extatiques. Mais c'est l'extase de la couleur. Le jardin, justement, on a très beau jardin intérieur d'Hubert Haddad en lévitation, et c'est ça, c'est le fleuve extatique qui coule à travers nous comme un fleuve de sang, mais qui apporte la vie. Qui apporte justement cette pulsion intarissable de la couleur qui transcende tout, qui n'est pas le rouge, par exemple. Le rouge, c'est pas simplement la blessure originelle, c'est pas le sang, c'est aussi, surtout dans les synagogues de Serge, c'est la présence du divin, c'est le fleuve de feu, c'est la flamme qui est là pour tout éclairer. Et puis, il n'hésite pas à opposer aussi les couleurs qui sont des couleurs opposées, justement, à ce rouge. Parler de rouge, les bleus, les fauves, tout ça, c'est comme s'il n'y avait pas de limite, finalement, dans l'usage de ces peintures. Ce sont des femmes qui sont sans limite. Voilà. Sans limite dans la générosité, dans la beauté.
parce que ce sont des êtres magnifiques, J'allais dire tous dans les la trois. folie. Non, C'est pas de la folie. C'est la folie, alors dans le sens où l'entendait Platon, l'inspiration. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas le droit de parler d'inspiration, et pourtant, elle est là. Et quand on pénètre dans la galerie Saphir, on se sent inspiré. Tout nous parle d'inspiration, divine ou humaine, peu importe, mais on est transcendé. Mieux, on est transporté, on est ravi. Oui. On est ravi hors de soi. Et ce ravissement extatique, il y a peu d'expositions qui provoquent ça. Et on a été témoins. On a été témoins de personnes qui ressortaient de l'exposition complètement émerveillées, transcendées. Et là, vous vous dites, j'ai réussi quand même. J'ai réussi à monter une belle expo. Mais il y a, on sent aussi une grande liberté. Hein, une grande liberté de ces peintres dans leur expression. Et peut-être ça aussi, c'est ce qu'on hérite après, au terme de cette visite, de cette expo. Vous dites émerveillé. Aussi, on se sent peut-être plus libre. C'est ce qu'il y a de plus beau, la liberté, et c'est ce pourquoi on doit toujours se battre, justement. C'est la valeur la plus noble, et c'est ce qui fait que nous sommes des êtres humains. Et ces trois peintres sont des peintres et des esprits libres. Décidément, Delphine Durand, vous nous avez donné envie d'aller dans cette galerie, la galerie Saphir, 69 rue du Temple. Peut-être, Francine, un dernier mot pour nous parler de cette expo. Et puis, on donne rendez-vous, bien sûr, à tout le monde. Hein, c'est du 19 au 27. Au 27 juin. Et Delphine l'a merveilleusement exprimé. C'est un partage, c'est une grande joie de pouvoir assister à ce partage auprès des visiteurs qui franchissent le seuil de la galerie. Ouais. C'est une bataille, comme on l'a dit et répété, pour à la fois la liberté, la revendication de la liberté et de l'individualisme, parce que chacun de ces peintres a une personnalité, une individualité très forte. Et on ne peut pas les classer ni les uns ni les autres dans un tiroir. Et tant mieux. Ils ont leur langage. Et l'ensemble est baigné d'une très grande poésie. Eh bien, on ira voir, on ira goûter à cette révolte. Qui a joué le rôle d'un véritable commissaire d'exposition. Merci infiniment. Delphine Durand, historienne de l'art et des religions, auteure de Urgence de peindre sur Bruno et Dan. Et c'est un livre que vous découvrez également à la Galerie Saphir, que vous pouvez réserver à la galerie. Et puis, bien sûr, Francine Chapiroux, notre spécialiste en art. Je dirais un petit mot aussi pour ce soir. Le Cercle Bernard Lazare présente vraiment une soirée exceptionnelle sur le procès d'Émile Zola. Rappelez-vous de cette série télévisée, l'affaire Dreyfus, qui était une série en 2 parties en 1995 avec un Jean-Claude Drouot magnifique en Émile Zola qui fait un monologue extraordinaire. Et bien ce soir, vous allez retrouver une avocate au barreau de Paris, lauréate du concours d'éloquence, maître Magali Vore, qui vous parlera de ce procès Émile Zola. C'est vraiment une soirée que je conseille à tout le monde. Rêver, chercher, apprendre, n'avoir que la peinture et pour maître et pour Dieu, tendre à la perfection à s'en crever les yeux, choquer l'ordre établi.